Je suis ravie de vous voir si nombreux pour cette deuxième de Parallèle. Alors, merci à vous, merci d'être là. Oui, vous pouvez vous applaudir. Et comme nous sommes dans les remerciements, je voudrais remercier les personnes qui nous soutiennent dans notre aventure. Monsieur Jacques Sénéquier, notre maire, Laurent Daudet, notre adjoint à la culture, à qui je dis souvent que s'il quitte son poste, moi j'organise une manif. Varmatin, représenté par la généreuse et non moins talentueuse Françoise Ballet. Énergie Saint-Tropez, l'Office du tourisme de Cogolin et de Ramatuelle, le centre Trimurti, l'association Les Arts du Rire, parce que vous allez voir que plus on est spirituel et plus on a de l'humour, Cyberlabs à Cogolin, à qui nous devons toute la com, et le site internet, et plus particulièrement aux membres et bénévoles de l'association. Stéphanie, Véro, Tristan, Quentin, Litana et Camille ce soir, parce que Parallèle, c'est avant tout une équipe. Oui, vous pouvez les applaudir très fort, parce que eux, ils le méritent. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, la première, je vais rappeler le pourquoi de ces conférences. Tout simplement parce que monter à Paris pour avoir la chance de rencontrer les spécialistes en matière de sciences parallèles ou de développement personnel, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Alors notre but, c'est de les faire venir jusqu'à vous. Nous aborderons des sujets comme le feng shui traditionnel en novembre, la loi d'attraction, le magnétisme, l'énergie, la tarologie, les rêves, la PNL, l'hypnose, le sixième sens, les pouvoirs psy, le travail énergétique, l'astrologie, la physique quantique, enfin bref, tout ce qui touche aux sciences parallèles et qui sont malheureusement encore un petit peu tabous. Il y a une réelle demande à l'heure actuelle, mais il y a aussi très peu d'informations. C'est un petit peu du grand n'importe quoi. C'est pourquoi certains en profitent. Alors nous avons tenté de vous aider à y voir plus clair dans toutes ces techniques. Premièrement, parce que si vous êtes informé, il sera plus difficile de vous berner. Et deuxièmement, pour vous aider à améliorer votre vie. Et c'est pourquoi nous allons parler ce soir de psychologie et de connaissance de soi. Ah, la communication et les relations, c'est difficile, hein? Tout un art. Mais vous allez en apprendre beaucoup ce soir grâce à cette conférence. De la manière dont on reçoit les messages à celle que l'on projette sur l'autre. Des renseignements qui vous permettront d'arpenter la vie avec plus de conscience, de respect et donc de sérénité. On dit souvent que pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Et c'est vrai. Mais encore faut-il savoir comment le faire. Pour cela, nous avons invité un des meilleurs, une pointure dans son domaine, la star des stars en relations humaines. Cet ancien formateur psychosociologue de formation, chargé de cours à l'université de Lille 3, a plus de 30 ans d'expérience. Il est l'auteur de près de 60 ouvrages sur la communication en couple, à l'école ou dans le monde du travail. Il est à la base de la méthode ESPER, la communication sans violence. Il vient pour nous parler ce soir du courage d'être soi. C'est une notion peu connue et donc peu abordée en psychologie. Il nous apprendra à prendre en compte nos différences, à être à l'écoute de ce qui résonne ou retentit dans notre histoire face aux événements, et d'entendre le sens des messages envoyés par notre corps. Il nous montrera comment respecter nos propres besoins, comment nous définir ou nous positionner face à autrui. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que vous l'attendez déjà tous. Il me fait l'honneur d'être ici ce soir à Cogolin. Je vous demande de lui faire un triomphe, Monsieur Jacques Salomé. Le courage d'être soi, ce n'est pas une notion qui a été très développée dans la psychologie. Et ça ne consiste pas à faire des actes héroïques, à plonger dans la Seine en plein hiver pour sauver quelqu'un qui se noie, ou dans une maison en feu. Le courage d'être soi repose sur 4 ancrages. Je vais les énoncer, ensuite je montrerai comment il est possible de les atteindre ou de les respecter, ces ancrages. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, ce n'est pas facile dans une culture judéo-chrétienne, où on nous a laissé croire que l'autre était plus important que nous, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Quand on voit la façon dont les gens ne s'aiment pas,
on a une petite idée dont ils vont aimer le prochain. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer non pas d'un amour narcissique, égocentrique, moi je suis le plus beau, le plus intelligent, mais d'un amour de bienveillance, d'un amour de respect, d'un amour de tolérance envers soi-même. Et je montrerai tout à l'heure comment il est possible d'accéder à l'amour de soi. Apprendre à se respecter. Apprendre à se respecter, ça suppose au moins deux grandes démarches. Ça suppose d'apprendre à dire non. Car souvent, nous n'osons pas dire non. Nous avons beaucoup de faux oui, peur de faire de la peine, de ne plus être aimé, d'être quitté, d'être jugé comme égoïste. Et donc, on se marche souvent sur le ventre pour rentrer dans le désir de l'autre, quand souvent, ce désir ne correspond pas au nôtre, en particulier dans certains couples, pas vous, hein, les autres, où l'un des deux impose son désir et l'autre a dit non, non, et puis voyant la tête de l'autre, il dit bon, si tu veux. Tiens, il y a des araignées au plafond. Apprendre à dire non et surtout apprendre à ne plus jamais se laisser définir par les autres. Je vais donner un exemple concret. J'avais 9 ans, je suis tombé malade, on dit ça, tombé malade. Et je suis resté 5 ans dans le plâtre, couché, des chevilles jusque là. Et ce médecin, là, qui est là, un brave homme, très compétent, au bout de 5 ans, me dit « Salomé, vous en sortez bien, vous allez pouvoir vivre dans une chaise roulante le reste de votre vie. » Et pour lui, voyez-vous, à son bout de la relation, c'était un message très positif. Parce que mes 5 camarades de chambre, eux, allaient rester grabataires dans des corsets de métal, de cuir qu'on faisait à l'époque. Mais à mon bout de la relation, ce message positif pour lui a été terrifiant pour moi. Je ne me suis pas vu, je ne me voyais pas continuer à vivre le reste de ma vie sur une chaise roulante. Et donc, j'ai décidé d'apprendre à marcher. J'ai mis 5 ans à apprendre à marcher. Au bout de 5 ans, je faisais 100 mètres à l'heure. 100 mètres à l'heure. Si je m'étais laissé définir par cet homme, et vous savez, c'était quelqu'un de compétent, de bienveillant, d'incroyablement chaleureux, qui m'avait accompagné pendant 5 ans, si je m'étais laissé définir par cet homme, je ne serais pas là ce soir à vous casser les pieds avec cette question du courage d'être soi. Ne vous laissez plus jamais définir par l'autre. Accédez à votre propre autodéfinition. Merci. Apprendre à s'aimer, se respecter, apprendre à être responsable de soi-même. Vous avez peut-être vu que là, ce soir, donc, je vais vous faire passer à travers ce thème, le courage d'être soi, un certain nombre de règles d'hygiène relationnelle. Je tiens beaucoup à ce mot, règles d'hygiène relationnelle, qui sont enseignées dans ce que j'appelle la méthode ESPER. Il y a des formateurs ici, vous avez des prospectus, il vous en sera donné peut-être à la sortie, dont il y a éventuellement des groupes de travail, des groupes de parole qui peuvent être instaurés sur Gogolin. Je ferme la parenthèse. Dans cette règle d'hygiène relationnelle, par exemple, découvrir que nous sommes toujours 3 dans une relation. L'autre, c'est ma fille, ma femme, ma collègue de travail, ma mère, l'autre, celui qui n'est pas moi, et la relation. Donc vous remarquez qu'une relation, c'est une sorte de canal de conduit dans lequel, là, je vous donne l'essentiel de la communication humaine. Il y a des millions, des centaines de milliers de livres qui ont été écrits sur la communication, et je vous donne l'essentiel. C'est un canal dans lequel va circuler, je le montrerai tout à l'heure, des messages positifs. Cette femme, merci, elle va lâcher la relation. Elle va commencer à se respecter. 70% des divorces sont demandés par les femmes. 70% des divorces. Dans ma génération, les femmes ne sortaient pas des relations. Elles restaient 20 ans, 30 ans, dans des relations surchargées de messages toxiques. Les femmes de ma génération, j'ai 76 ans, ont payé très cher. Je vais vous dire les chiffres. 6 femmes sur 10, 60% des femmes, on a charcuté la poitrine, le ventre, l'utérus. Je ne veux pas ça pour mes filles, ni pour les femmes que je vais aimer dans les 50 prochaines années.
Apprendre à se responsabiliser, ça veut dire que je suis responsable de ce que je dis, vous êtes responsable de ce que vous entendez et de ce que vous allez en faire. Vous êtes responsable de ce que vous allez me dire à votre bout, je suis responsable de ce que j'entends. C'est celui qui reçoit le message qui lui donne un sens. Avec le même mot, je peux me blesser ou passer une soirée formidable. Ce soir, je suis responsable de ce que je vais dire à mon bout des 200, 300 relations qu'il y a là. Mais chacun d'entre vous est responsable de ce qu'il va entendre et de ce qu'il en fera. Quatrième ancrage pour le courage d'être soi, être fidèle à soi-même. Je prends l'exemple du couple. Je vis avec madame. En fait, le problème de la fidélité qui est agité souvent, mais qui est pour moi abordé de façon erronée, au fond, c'est une double fidélité. Fidélité à l'autre, fidélité à moi. Tant que ces deux fidélités peuvent cohabiter, elle, fidélité à moi, fidélité à vous. Tant que ces deux fidélités peuvent cohabiter, on peut rester 90 ans ensemble. Mais si à un moment donné, elle n'est plus fidèle à elle-même, elle reste fidèle à moi, ça c'était les femmes de ma génération, en n'étant pas fidèle à elle-même, ou elle est fidèle à elle-même. C'est comme ça qu'elle m'a quitté. Alors, contrairement à beaucoup de conférenciers, je ne me contente pas de parler, et j'ai commencé déjà avec vous, j'utilise un des outils de la méthode Esper, la visualisation externe, montrer ce dont je parle. Alors, dans la vie, vous n'allez pas demander au voisin du dessus, tiens, tu veux représenter la colère que j'ai contre ma femme, parce qu'elle ne veut pas faire l'amour, etc. Vous prenez un objet. Voilà. De même que, voyez-vous, voici une de mes filles. Cette petite règle-là, ça a sauvé ma vie de père. Je suis le père de 5 enfants. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces enfants. Ils m'ont fait beaucoup grandir. Mais pendant des années, par exemple, ma fille me posait des questions. Vous savez que la spécialité des enfants, c'est de vous poser des questions déséquilibrantes. Papa, c'est l'anniversaire de ma copine, elle a 12 ans, je veux sortir ce soir, c'est une grande fête, demain il y a école. Non. Comment tu m'aimes pas, le père de ma copine, etc. Alors, depuis que j'ai découvert la visualisation, j'ai dit, voilà, montre-moi ta demande. Ah, tu vas pas faire de la psychologie avec moi, etc. Tu vas pas faire du salomé avec moi, mais tu me poses une demande, montre-moi ta demande. La voilà, mettons. Voilà. Donc, vous voyez, je vois ma fille, et je vois... Vous voulez venir? Et voici, mettons, ma réponse. Venez par là, comme ça. Pardon. Voilà. Non. Mais ma chérie, ma réponse, c'est pas contre toi. C'est vis-à-vis de ta demande. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la plupart des relations? Mettez-vous devant ma fille, devant. L'enfant se confond avec sa demande. Et il croit que quand je dis non à la demande, c'est elle que je rejette. Et c'est le cirque qui commence. Vous connaissez ça? Ou il n'y a que moi qui ai vécu ça? De même qu'elle, elle m'identifie à ma réponse négative. Je sais bien, ma chérie, que tu voudrais que je réponde oui. Mais demain, il y a école. Je ne te laisse pas sortir ce soir. Mais tu prends le risque de me faire une demande. Et comme elle m'identifie à ma réponse, je suis un père qui ne comprend rien, le père de ses copains. Vous connaissez tout ça ou pas? Voilà. Eh bien, vous allez gagner beaucoup de paix dans vos relations parentales, si simplement, voilà, je ne te confonds pas, ma chérie, avec ta demande. Voilà. C'est clair ou pas? Vous voulez venir, monsieur? Je vais changer d'exemple. Vous voulez venir, madame? Alors donc, c'est ma blonde, comme vous le savez. C'est au siècle dernier. J'avais beaucoup de désirs, donc vous symbolisez mes désirs. Redressez-vous. C'est symbolique, c'est symbolique. Parfois, vous voulez venir, madame? Parfois, elle avait du désir. Regardez le beau désir qu'elle avait. Et quand ces deux désirs-là se rencontraient, je ne vous fais pas de dessin, c'était la fête des corps. Mais parfois,
redressez-vous, j'avais toujours du désir, et elle n'avait pas le même désir que moi. Vous savez que ça arrive ou pas? Dans les deux sens d'ailleurs, hein. Des fois, elle avait du désir, et le mien était plus ramollo. C'est symbolique, c'est symbolique. Bon. Et alors, bon, dans le cas précédent, où elle n'avait pas le même désir que moi, je ne savais pas gérer mon goût, ni au propre, ni au figuré, non? Et alors, je te faisais la guerre, ma chérie, et je l'ai traitée de frigide. C'est la mère de mes enfants, c'est la femme que j'aime, et je la traite de frigide. Et bien, elle a utilisé la symbolisation. Elle a, avec le pyrograveur de notre fils, elle a gravé sur un morceau de cajot de caisse d'orange le mot frigide. Elle m'a dit, Jacques, c'est ton point de vue à toi, je le laisse chez toi. Je ne deviens pas frigide parce que je n'ai pas le même désir que toi au même moment que toi. Cette femme s'est respectée, elle s'est responsabilisée à son nom. Je continue ou... Merci. Elle m'a quitté quand même, mais ça c'est plus tard. Donc, je vais vous demander votre aide. Alors, j'ai besoin donc pour l'instant de 3 personnes, dont au moins un homme. Vous avez un petit escalier qui vous permet de venir jusqu'à moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ma grand-mère disait que le début du changement, c'est de bouger son derrière. Et plus vite vous venez, plus je peux dire des choses pendant cette conférence. Merci. J'ai donc déjà une dame, j'ai une deuxième dame et une fois un homme. Et je vous prendrai après, Il me faut qu'un homme. Merci, monsieur. Alors voici comment commence. Donc tout ce que je vais dire, c'est symbolique, ne vous sentez pas visé spécialement. Venez au bout. Donc voici comment commence l'aventure humaine. Vous êtes tous issus, moi aussi, de cette situation. Un homme rencontre une femme rencontre un homme, il y a de l'attirance, oui, il y a du désir, oui, il a déjà les yeux en érection, donc les yeux pour commencer, bon. Et il y a des affinités, bref, ils décident de se rapprocher, de faire un couple. Ils se marient ou pas, aujourd'hui c'est pas toujours le cas, bref. Ils ont une relation intime et quelques semaines après, mettez-vous dans le ventre de maman, il y a un bébé. Voilà. Voilà comment commence l'aventure humaine, pour l'instant. Peut-être plus tard, on va inventer des éprouvettes, mais, et dans le meilleur des cas, 9 mois après, le bébé sort. Voilà. Donc il établit, ce bébé, une relation avec sa maman, en général, une relation avec son papa, s'il est toujours là, ce qui est de plus en plus risqué, l'avez-vous remarqué? Bref, et ces deux-là, mettez-vous comme ça, l'un près de l'autre, ces deux-là, comme ont fait mes parents, enfin surtout ma mère, puisque j'ai été élevé par ma mère, mais comme font beaucoup de parents, même si des fois il y a des défaillances, des carences, ils ont répondu aux besoins de survie de cet enfant. D'ailleurs, si elle est là, et si vous êtes là, nourriture, vêture, sécurité minimale, est-ce que c'est clair ou pas? Voilà. Si vous êtes là, c'est que plus ou moins bien, ou c'est eux, ou c'est une tante, une nourrice, une grand-mère, qu'importe. Les besoins de survie de cet enfant ont été assurés. Les besoins éducationnels, école maternelle, oui, collège, oui, université peut-être? Non. Non, mais formation professionnelle, voilà, bref. Voilà, donc, besoin d'amour, vous êtes senti aimé? Beaucoup là ou pas? Oui? Là aussi? Ah, mais c'est bien, voilà. Donc elle a eu la totale, besoin d'amour. Mais, vous voulez venir, madame? Si vous acceptez. Et comment commence cette découverte d'apprendre à s'aimer? C'est, vous voulez vous mettre comme ceci, voilà, un peu, voilà, en filigrane, voilà. Et ce que je vais vous dire, je devrais le dire avec beaucoup de gêne, parce que je n'ai découvert qu'à 49 ans. C'est de découvrir cela en regardant une de mes filles, elle avait déjà 25 ans,
que j'ai vu pour la première fois ça chez elle. Et ça, je lui donne un nom. La vie. Demain matin, si vous avez des enfants, je vous invite à les regarder. Vraiment les regarder. Essayez de regarder la vie, si vous êtes parent, que vous leur avez donnée. Si vous vivez avec cet homme, regardez-le. Essayez de voir la vie qu'il y a en lui. J'espère que lui, il pourra voir la vie qu'il y a en vous. Et vous allez vous poser cette question redoutable. J'ai fait beaucoup pour mes enfants. J'ai travaillé 30 ans pour eux. Comme j'étais en plus un cancre à l'école, je les ai poussés à faire des études. Hein. Je me suis réparé. Vous savez que ça sert à ça, les enfants? À se réparer. Je suis clair ou pas? Comme j'étais un cancre, alors doctorat, école centrale, mais Bruno, ce salaud, l'autre, rien du tout, lui, il me ressemblait tellement. Enfin bref, 4 autres quand même, ils ont bavé. Mais j'ai rien fait pour ça. Et ça m'a posé une question redoutable. Si vous ne permettez pas à vos enfants de conscientiser que vous leur avez donné la vie, ils ne vont pas en prendre soin. Et c'est ça qui explique aujourd'hui les somatisations. Regardez autour de vous le nombre de cancers, le nombre de maladies, l'industrie pharmaceutique qui nous aliène à travers des médicaments, à travers des traitements longue durée, etc. Parce que je prétends que quand on ne prend pas soin de sa vie, le signal, c'est les somatisations. Parce que les maladies ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés. C'est votre corps, votre vie qui vous tape sur l'épaule. Tu ne prends pas soin de moi, tu ne prends pas soin de moi. Donc je serai vous. Je prendrai soin de ça. Si vous ne voulez pas en prendre soin, moi je suis prêt. C'est symbolique, c'est symbolique. Et dans cette question redoutable, parce que ça c'est la base de l'amour, si vous n'acceptez pas de conscientiser d'une part qu'on a déposé de la vie en vous, et que cette vie elle mérite de l'attention, elle mérite des soins, eh bien vous aurez du mal à vous aimer. Vous aurez du mal à vous aimer. Mais vous serez dans le besoin d'être aimé. Et vous allez rencontrer un homme et vous lui direz « je t'aime » et ça veut dire « aime-moi, aime-moi, aime-moi ». Ça fait fuir les hommes en général. Ce « aime-moi » contenu dans le « je t'aime », je ne sais pas où. Ou alors des fois on dit « je t'aime », H-I-M. Eh bien, quels sont les besoins qui répondent à la vie? C'est les besoins relationnels. Et je suis indigné qu'on vive dans un monde, vous ne trouverez jamais ce mot dans un livre de psychologie. On vit dans un monde dans lequel nous ne conscientisons pas suffisamment que nos géniteurs nous ont donné de la vie et que cette vie au début, ils vont l'accompagner, mais plus tard, et c'est ça pour moi être adulte, c'est quand on est capable de prendre en charge sa propre vie, de l'honorer, de la respecter, et le moyen, c'est les besoins relationnels. Besoins relationnels. Et il faut du courage pour respecter ces besoins relationnels. Je vais vous les énoncer rapidement. Besoin de se dire, avec des mots en moi, besoin d'être entendu. Et besoin de se dire et d'être entendu dans le registre dans lequel je parle. Parce que quand, voici ma mère, quand je tentais de te dire que je n'aimais pas mon frère, qui avait pris ma place, parce que tu m'avais nourri au sein jusqu'à 4 ans, et que ce salaud, quand il est arrivé, il a pris la place. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, j'ai une fixation. Sous les yeux des femmes, je vois que ça. Et donc, j'ai tenté de le tuer 4 fois. Et comme j'ai des enfants fidèles, eux aussi m'ont raconté qu'ils ont tenté de tuer Bruno 4 fois. J'ai des enfants, vous savez que les enfants ont des loyautés et des fidélités invisibles. Ils réparent les blessures cachées des parents. Donc besoin de se dire et d'être entendu. Besoin de se dire
et d'être entendu dans le registre où je parle. Quand j'étais marié avec madame, là, je rentre un soir et je dis « Oh, j'ai pas chaud, j'ai froid ». Elle me dit « Mais le radiateur est à 28 ». Je ne te parle pas du radiateur, mon chéri. C'est moi qui... Il y a comment que c'est arrivé ou ça vous parle? Je vois un petit bouchon de 3 ans, il va à la conquête du monde, il va un peu vite, il tombe, il se fait mal. « Maman, maman, j'ai mal, j'ai mal ». « Mais non, c'est rien, mon chéri. » Ce que je ressens, c'est rien. Vous avez déjà entendu ça ou pas? C'est de la folie. Besoin de se dire et d'être entendu dans le registre dans lequel je parle. J'aime pas grand-père, il pique, il sent le pipi, etc. Mais si, il faut l'aimer, ton grand-père. Elle me dicte que je dois aimer grand-père. Il y a comment c'est arrivé ou... Donc, besoin de se dire d'être entendu, besoin d'être reconnu tel que je suis, et non pas tel que l'autre me voudrait, papa, maman, mon professeur. Besoin d'être valorisé, d'avoir le sentiment que j'ai une valeur, non pas uniquement pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Je ne sais pas si vous entendez la différence. Moi, j'avais le sentiment que j'avais de la valeur pour mes parents quand je faisais mon lit, ce qui n'était jamais le cas, que je ne me disputais pas avec mon frère, ce qui n'arrivait jamais, etc. Donc j'ai vécu toute mon enfance avec le sentiment que je n'avais aucune valeur. Et j'ai mis longtemps, longtemps à reconstruire, à apprendre à m'aimer et à reconstruire un peu de valeur. Besoin de se dire, d'être entendu, reconnu, valorisé, besoin d'intimité. Vous avez vu que certains enfants, à un moment donné, ils ferment la porte de la salle d'eau. Hein? Papa, ferme la porte des toilettes quand tu fais pipi. Maman, ne te promène pas en petite culotte. Ils réclament de l'intimité. Vous savez que l'intimité, aujourd'hui, elle est violentée. Hein? Il y a 60% des couples qui ont la télévision dans la chambre. Pas vous, hein, les autres. Et parmi ces 60, il y en a au moins 45% qui regardent Sarkozy en faisant l'amour. Ce qui est un peu gênant, parce que quand elle est dessus, il dit « pousse-toi un peu ». Oui, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont dessus. De mon temps, c'était plutôt... Donc, besoin d'intimité, oui, je ne plaisante pas. Le portable, ça c'est un scandale. Quand vous laissez le portable ouvert, ça veut dire que vous laissez n'importe qui entrer dans votre intimité n'importe quand. Et vous savez que certains maris, quand ils rentrent du travail, parce que le portable a une mauvaise habitude, ils gardent la trace des téléphones. Mais ils piquent le portable de leur femme, ils vont aux toilettes 4 fois. Qui c'est qui a appelé ma femme 4 fois? Vous savez que dans le commerce, il y a des puces qui vous permettent d'écouter la conversation de l'autre. Qui c'est qui les achète? Les hommes. C'est pas les femmes, elles ne savent pas que ça existe. Enfin, maintenant, elles le savent. Enfin, du moins celles qui sont là. Vous croyez que je plaisante? 850 €. La puce qui vous permet d'écouter le téléphone de l'autre. Non, mais c'est vrai. Oui, la preuve, je le fais. Besoin d'intimité, besoin de créer et besoin de rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de morosité aujourd'hui? En France surtout, on ne rêve plus, on ne croit plus aux nouvelles élections, on ne croit plus au changement, on ne croit plus que ça va s'améliorer. Et quand on ne croit plus dans un couple même, si on ne croit plus que, même si on a des difficultés, des conflits, qu'on peut quand même tenter de les dépasser, que ça peut aller mieux, ben on se sépare, on se déchire, etc. Voilà les besoins relationnels qui vous mettez au service de votre vie. Et je prétends que si vous prenez soin de votre vie, vous apprenez à vous aimer. Et plus tard, vous serez moins dans le besoin d'être aimé. Et que l'autre, d'ailleurs, si l'autre voit ça chez vous, moi je vous assure qu'il craque. Il voit ça, plus ça, il craque. Est-ce que j'ai été clair? Ce sont les besoins relationnels qui s'adressent à la vie. Je vous inviterai à faire une lettre de remerciement, même si vous avez une relation difficile aujourd'hui avec papa, qui boit, qui frappe maman, ou qui a quitté maman, ou qu'importe, ou qui est passionné par son travail, etc. Même si vous avez une mauvaise relation avec maman aujourd'hui, est-ce que vous pourriez leur faire une lettre de remerciement? Je te remercie, maman, de m'avoir donné la vie. Je te remercie, papa,
commencer par cela. Ils vous ont reconnu à la naissance. Vous avez vu votre acte de naissance? Fils d'eux et de qui l'a reconnu. Est-ce que vous accepteriez de reconnaître? Et pour que ceci se concrétise mieux, je vous proposerai de trouver un petit objet un peu rare. Il n'a pas besoin d'être cher. Moi, j'ai trouvé, il se trouve que c'est un diamant bleu. Ça symbolise ma vie. Je vous montrerai dans l'intimité tout à l'heure. Et depuis que je le porte, je crois que je respecte la vie qui est à moi. Et parce que je le porte, ça m'a permis aussi d'offrir à chacun de mes enfants un petit objet qui symbolise la vie que leur mère et moi, on leur a donnée. Et je découvre que depuis quelques années, ils prennent soin de leur vie. Même si l'un la maltraite encore en fumant un peu trop, ou en ayant peut-être quelques kilos en plus, mais je sens quand même qu'ils respectent un peu plus leur vie. Je l'énonce comme ça de façon assez humoristique. Il faut du courage. Il faut du courage pour respecter ses besoins relationnels. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos propres besoins relationnels. C'est pas l'autre. Bien sûr, on essaie de mettre adulte, sa partenaire conjugale ou son partenaire conjugal au service de nos besoins. Puisque la relation de couple, c'est la seule relation qui permet de faire ses besoins sur l'autre. Vous croyez que je plaisante? Être responsable de ses besoins, ça vous permettra de respecter votre vie. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir, ils ont été patients. Merci. Alors, j'ai besoin maintenant encore de 2 personnes. Vous veniez là tout à l'heure, mesdames? Merci. Et j'ai besoin de 6 autres personnes. Le début du changement, c'est de bouger son avenir. Voilà. Alors, on va mettre ces 6 personnes. Votre prénom, Marie-Hélène. Eva, Marie-Hélène. Mettez-vous dans le prolongement de Marie-Hélène, si vous acceptez. Il m'en manque 2 autres. Merci. Vous, madame. Il m'en manque encore 2 autres. Mais dans le prolongement, vous êtes, c'est des symboles. Dans le prolongement de Marie-Hélène. Il m'en manque encore. Après madame, 2 autres encore. Merci. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de lever le doigt, on n'est pas à l'école. Vous venez. Vous venez. Vous aussi, madame? Voilà. Merci. Voilà. Donc, faites face au public, vous êtes des symboles. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes toujours 3 dans une relation. Si je suis ici, vous mettez dans le prolongement. Voilà. Merci. Si je suis ici, l'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous. Qu'est-ce que c'est qu'une relation? Je le répète, c'est un canal, un pont, une passerelle, sur laquelle va circuler 2 types de messages. Des messages positifs. Supposons qu'Eva envoie à Marie-Hélène un message positif, mais il ne suffit pas qu'Eva l'envoie. Encore faut-il que Marie-Hélène sache le recevoir. Et quand j'étais marié avec elle, je lui dis un jour, « Ah, tu as des yeux qui scintillent comme des étoiles un soir d'avril. » Elle me dit, « Ah bon? C'est seulement aujourd'hui que tu t'en aperçois. » J'ai vu que ce n'était pas arrivé, voyez-vous. Oui, parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes souvent des handicapés du recevoir. Avez-vous remarqué que quand on reçoit un message positif, on le minimise, on le disqualifie, mais non, etc. C'est ma voisine, elle sait que j'adore le poisson, elle me fait un poisson merveilleux, je la félicite, je dis, mais je n'ai jamais rencontré une cuisinière qui cuisine le poisson. Elle m'a dit, oui, oui, j'ai un bon poissonnier. Je ne parle pas du poissonnier, c'est vous. Il n'y a qu'à moi que c'est arrivé ou ça vous parle? Donc, il ne suffit pas d'envoyer un message positif, mais Marie-Hélène a lu les livres de Jacques Salomé, c'est recevoir. Et je souhaiterais vraiment que ce schéma que je vous montre figure un jour dans toutes les salles de classe.
C'est mon rêve, vous savez que je me bats. J'ai même été décoré par 2 présidents de la République, un de droite, un de gauche, etc. Pour mes travaux sur la communication à l'école. Je suis officier dans l'Ordre national du mérite. Mais ma fille m'a dit, on t'a mis au placard avec une décoration. Elle était plus lucide que moi. Je me bats pour qu'on enseigne la communication à l'école. Je souhaiterais que ce schéma figure un jour dans toutes les salles de classe de l'école maternelle. Et comme je ne suis pas naïf, je vous inviterai à le noter discrètement et à l'afficher chez vous. Vous allez changer votre vie. Chaque fois qu'on reçoit un message positif, on agrandit la vivance de sa vie. Regardez votre belle vivance. On devient énergétigène. On a plus d'énergie. On a plus de confiance en soi. On a plus d'amour de soi. L'origine de l'amour de soi, c'est savoir recevoir des messages positifs sans les minimiser, sans les disqualifier, sans s'excuser. Les recevoir. On agrandit l'estime de soi et surtout le plaisir d'être. Regardez, Marie-Hélène, votre plaisir d'être. Elle ne regarde pas. Ah si. Ça, c'est universel. Je suis traduit en 34 langues, en Chine, en Corée, en Japon, enfin, etc., en Croatie, en Bulgarie. C'est valable dans tous les pays du monde. Voilà. Chaque fois qu'on sait recevoir un message positif, ça agrandit la vivance, l'énergie, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, le plaisir d'être. Et j'aurais pu mettre 6 personnes derrière Eva, si Marie-Hélène envoie Eva et qu'elle sait les recevoir, ça agrandira chez Eva la vivance, l'énergie, etc., etc. Malheureusement, nous ne recevons pas que des messages positifs. Nous recevons aussi des messages toxiques, des messages caca. Des petits et des gros. Si vous ne le croyez pas, et que vous vivez en couple, en famille, mettez un magnétophone un dimanche matin. Fermez-le le soir. Vous allez être effaré. On ne s'entend pas les dire. C'est la femme que j'aime, je la traite de frigide. T'es pas folle, non, tu ne penses pas. Voilà. Mais sans arrêt, on dépose des messages toxiques. Et chaque fois qu'on reçoit un message toxique, ça blesse la vivance. C'est énergétivore. On perd la confiance en soi. On ne s'aime pas. On perd l'estime de soi et on est dans le déplaisir d'être. Ça, c'est universel. Et ça ne sert à rien de dire. J'ai entendu Salomé qui a dit qu'il faut envoyer des messages positifs, ça grandit la vivance, etc. Donc il ne faut pas envoyer de messages toxiques. Ça, c'est du pipeau. Parce que ça ne dépend pas de votre volonté, ça dépend de vos conditionnements et des messages toxiques. Et le paradoxe d'ailleurs des relations humaines, c'est que c'est souvent à des gens qui sont proches de nous, on n'oserait pas dire des choses à notre meilleur ami, au voisin du coin, qu'on dit parfois à sa femme et à ses enfants. C'est ça. Donc ça ne sert à rien de dire je ne vais pas en envoyer. Par contre, principe de responsabilisation, chaque fois que je reçois un message toxique, et c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire à vos enfants et à vous-même, chaque fois que vous recevez un message toxique, vous le remettez chez celui qui vous l'a envoyé. Espèce d'idiote, tu ne comprends rien. Elle me dit, Jacques, c'est ton point de vue, elle écrit sur un bout de papier, elle ne me traite pas d'idiote. Ça, c'est le réactionnel, qui est très fréquent dans nos cultures. J'enseigne le relationnel. Elle reçoit le message, elle écrit, espèce d'idiote, tu ne comprends rien. Elle me dit, Jacques, c'est ton regard, c'est ton point de vue à toi, je laisse chez toi. Et je prétends que chaque fois qu'on restitue un message toxique, on retrouve plus de vivance, on retrouve de l'énergie, on retrouve et de l'amour de soi, etc. Si je suis le professeur de piano de cette petite fille, et pendant que je lui apprends des gammes, elle a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, pendant que je lui apprends des gammes,
je glisse ma main sous sa jupe, le soir même, elle devrait découper une main dans un morceau de carton et me dire, monsieur le professeur de piano, je vous rends votre geste, ce geste n'est pas bon pour moi. Si on apprenait ça aux enfants dès l'école maternelle, il y aurait moins d'abus sexuels, il y aurait moins d'inceste, il y aurait moins de violence. Si on apprenait, mais il faut du courage pour oser. Et moi j'ai appris cela, c'est pas cette petite fille, c'est celle-là. Elle a 51 ans cette année, elle en avait 12, faites le calcul, il y a longtemps. Je rentre du travail et je la vois comme jamais je l'avais vue jusqu'alors. Ses magnifiques cheveux noirs, elle a une coiffure de princesse égyptienne, elle a le mascara de sa mère, elle a le rouge à lèvres, elle est splendide, elle va à sa première surboom. Elle est un émoi, elle est magnifique. Et c'était l'époque des mini-jupes, je vous parle d'il y a longtemps, elle avait vraiment une mini-jupe vraiment très mini. Et moi, comme beaucoup de pères, au lieu de voir la splendeur de ma fille, qu'est-ce que nous voyons? Ce qui ne va pas. Tu n'as pas l'intention de sortir comme ça, tu ressembles à une putain. Ça, c'est pas assez gros. C'est pas assez gros. Est-ce que, regardez le paradoxe, c'est une enfant pour laquelle je serais capable de me couper une main et je la traite de putain. Et je prétends que si elle garde ce message toxique en elle, ça, c'est une bombe à retardement. Ici, là, vous avez tous des centaines de messages toxiques que vous n'avez pas encore envoyés. Et vous avez tous, et ce n'est pas une menace, ce n'est pas une prophétie, vous avez tous une bombe à retardement. Et ça, c'est l'origine de beaucoup de somatisations. Car, quand il n'y a pas les mots MOTS pour le dire, nous allons le crier avec des MOX, MAUX. Est-ce que vous pensez qu'il faut un doctorat de psychologie pour comprendre ça? Que si on reçoit quelque chose qui n'est pas bon pour nous, c'est la plus grande leçon de psychologie. Le soir même, ils m'ont tous raconté l'histoire. Mon fils Eric avait prêté sa scie à métaux, ils avaient coupé un morceau du manche à balai de leur mère. Ça devait avoir une signification, leur mère étant psychanalyste, ça a du sens. Ils avaient gravé le mot putain dessus, paquet cadeau. Papa, ce mot de putain, il me blesse beaucoup, il n'est pas bon pour moi. C'est ton regard à toi, je laisse chez toi. Là, je vous le raconte comme une histoire. Elle a 12 ans, j'ai 36 ans. Je suis chargé de cours à l'université, j'ai déjà écrit 15 livres. Il faut du courage pour une petite fille, pour dire, papa, quand il y a des choses qui viennent de toi, qui sont bonnes pour moi, je les prends. Mais s'il y a des choses de toi qui ne sont pas bonnes pour moi, je les remets chez toi. Il faut du courage. Mais c'est un courage qui a permis à cette fille de ne pas garder ce message toxique qui est un poison. Vous savez, l'être humain est un animal curieux. Vous avez un avarié, qu'est-ce que fait votre corps? Qu'est-ce que fait votre corps? Il le rend. On fait ça avec des nouilles, des patates ou des crevettes avariées. On ne fait pas ça avec des mots qui ont une violence terrible. C'est curieux qu'on n'apprenne pas ça à l'école, à des enfants de se respecter. Car je prétends, oui, que si on peut restituer, on retrouve de l'énergie, de la vivance. Montrez-la. On retrouve de la confiance, de l'amour de soi. Parce que si elle garde ce message, elle ne va pas s'aimer. Elle ne va pas s'aimer. Et je pourrais l'aimer, moi. Mais elle ne s'aimera pas. Est-ce que vous voyez la différence? Parce qu'avec beaucoup d'amour, je la traite de putain. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je traduis avec ça? Je traduis mon angoisse. J'ai peur qu'avec cette mini-jupe, il lui arrive quelque chose. Elle tente un garçon, etc. Donc c'est ma peur que je gère sur elle. Ça, c'est une spécialité parentale. Gérer sa peur sur ses enfants. Moi qui en ai beaucoup déposé sur mes filles, une fille m'a dit, papa, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour ta peur, plutôt que de la déposer toujours sur moi.
sa scoliose a disparu au bout de 6 mois. Oui, parce que ça pèse les peurs des enfants, surtout sur les scolioses d'adolescents. Elle m'a téléphoné ce matin. Donc, il faut du courage, mais prenez-le chaque fois que vous recevez. Et qu'est-ce que c'est qu'un message toxique? C'est un message qui n'est pas bon pour celui qui le reçoit. Voilà. Même si à l'autre bout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lui, le médecin, c'est un message positif.